Oui, c'est moi, Loïc Gallois. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je voudrais vous remercier d'être venus et vous annoncer que cette conférence se tiendra d'abord uniquement avec Shams El-Ghomeni et que le débat sera beaucoup plus interactif. Vous êtes invités à poser des questions si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Donc le premier sujet qu'on aimerait aborder est celui des enjeux politiques de l'immigration en Europe. On a vu que la crise migratoire de 2015-2016 a véritablement cristallisé les tensions en Europe au sujet de l'immigration, mais ces questions avaient finalement été assez peu abordées lors des élections européennes en 2014, comparé à la situation actuelle, je dirais. Donc, selon vous, pouvez-vous comparer ces deux élections et dire quelle place devrait occuper le sujet de l'immigration en mai prochain pour les élections européennes? Merci beaucoup, Emma, Tribune Europe, Tribune SCP et l'Atelier Europe, pardon. On attend aussi notre autre intervenante bientôt, mais qui a eu donc un empêchement, mais elle viendra un petit peu en retard à cause d'une visite impromptue à Ivry-sur-Seine avec ses employeurs, mais elle fait de son mieux pour venir. C'est pour ça qu'on est interactif et c'est pas, voilà, on n'a pas décidé de kidnapper notre intervenante pour combattre la parité dans les panels parisiens. Déjà, alors, c'est bien parce que je peux commencer en disant que je ne suis pas d'accord. En 2014, on a eu une élection européenne assez dramatique en France, où, certes, à peu près 43% des Français sont allés voter pour les élections européennes, donc c'est autant que ce que les Américains font dans leurs élections législatives, mais enfin, c'était pour envoyer un tiers de nos représentants sous la liste Front National. Et nous savons que leur projet est vraiment curieux par rapport à la France, à son héritage, à ce que représente l'immigration. D'ailleurs, j'aimerais bien juste faire un petit sondage. Qui d'entre vous avait un grand-parent qui n'est pas né en France? Au moins un grand-parent, voire un parent. Donc on est à 62%, 65%, les lunettes INSEE arrivent. D'accord, très bien. Et qui d'entre vous ont des grands-parents qui ne seraient pas nés en France il y a 500 ans? Du coup, si vous êtes sur un peu d'Alsace, un peu de Corse, un peu de Bretagne, un peu de Normandie ou un peu de Pays Basque ou pas mal de gens. D'accord, ouais, il y a quand même des irréductibles gaulois qui eux-mêmes sont dans un village qui n'était pas forcément en France, surtout selon Astérix et Obélix, qui ont été faits par Uderzo et Goscinny, deux immigrés polonais et italiens. Donc là, on est à 100 jours des prochaines élections européennes. C'est un Parlement européen qui va peut-être doubler ses sièges eurosceptiques, pas forcément anti-immigrés, on peut être pas anti-immigrés eurosceptiques comme la droite britannique, par exemple, l'est en partie, mais on va vers un doublement des votes pour une déconstruction européenne, pour une réduction des compétences de l'Union européenne et une renationalisation, donc une résurgence du nationalisme dans l'Union européenne. On peut à peu près tous, j'imagine, voter et du coup, on est tous responsables et donc ce serait bien qu'on utilise cet échange-là pour avancer là-dessus, trouver des arguments. N'hésitez pas à poser des questions quand vous le souhaitez, si j'ai bien compris le format avec les mains. Oui, bien sûr, on levez la main et il n'y a pas de souci, on peut se déplacer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout si elles sont difficiles. Et la personne qui posera les questions les plus difficiles recevra le petit bouquin bleu qu'on a utilisé pendant notre campagne en Écosse, le Big Blue Book, puisque le Brexit a été au cœur en fait de ce débat-là. Enfin, l'immigration a été au cœur du débat sur le Brexit. Donc on voit qu'elle est dans chaque débat, en fait, fondamentalement, enfin dans beaucoup de débats européens. Moi, je travaillais pour des députés européens de centre-gauche, français, allemand, et puis depuis 2014 britannique. Et donc, travaillant pour Alan Smith, la campagne du Brexit, je l'ai connu sur le terrain. Et ce que j'ai vu, c'est que à partir du moment où le Sun et le Daily Mail ont publié front page contre l'immigration,
le débat s'est structurellement modifié. Avant, pour parler de bureaucratie européenne, que l'Union européenne coûte cher, il y avait quand même une majorité de Britanniques qui avaient voté pour rester dans l'Union européenne. Je parle des 5 mois de campagne de début 2016. Et à partir du moment où on a eu systématiquement une attaque des migrants et on a lié ça à l'Union européenne, il y a eu un décrochage du camp Remain et le camp du Leave a gagné à 51,9% le Brexit. Sans aucun plan aujourd'hui, on le voit, pour l'immigration, puisque le deal, que ce soit celui de May, entre May et l'Union européenne ou des alternatives, ne va pas mettre un frein à l'immigration britannique tant le Royaume-Uni est complètement dépendant. Je ne sais pas si vous êtes allé au Royaume-Uni, vous êtes allé à Wetherspoon, l'un des grands propriétaires de tous les bars et des pubs britanniques qui dépendent à 200% de la main-d'œuvre française, polonaise, italienne, grecque, espagnole, etc. Donc en fait, c'est super lié à peu près tous nos débats. Même en Espagne, le débat migratoire s'invite avec le départ de la victoire, entre guillemets, de l'extrême droite en Andalousie qui a gagné 12% en Andalousie, ce qui est nouveau après 30 ans de monopole du Parti socialiste en Andalousie, de grande région espagnole, je pense. Et donc, on a cette dynamique un peu partout. Donc, on est en Allemagne aussi, presque 100 députés AfD, d'extrême droite, au Bundestag, en Autriche, en Italie. Et donc, pour répondre à la question, la personne qui a fait le plus de l'immigration son thème est actuellement, pour l'Italie, l'homme fort du gouvernement, c'est Matteo Salvini, que vous voyez sur toutes les affiches maintenant du Rassemblement national en France. C'est l'affiche générique que va utiliser le Rassemblement national pour les 100 jours qui restent. Et donc, si vous souhaitez savoir plus sur les votes de la Ligue du Nord par rapport aux quotas, par rapport à toutes les autres questions que nous allons aborder, n'hésitez pas, parce que moi, je les scrute, ces votes au Parlement européen, et il y a beaucoup, beaucoup à dire de leur cohérence. Donc, on est face à un mouvement qui est populiste, qui est nationaliste, et des vrais problèmes. Il y a des vrais problèmes qu'on peut soulever au niveau identitaire, culturel, inclusion sociale. Mais encore faut-il avoir le droit encore de débattre, de parler. Donc voilà, utilisons ce droit-là tant qu'on l'a, parce que on peut rapidement chavirer vers des impasses. Les Italiens sont vraiment dans une impasse actuellement. Et justement, face à cette vague populiste, nationaliste, l'arrivée des eurosceptiques au Parlement européen, on voit quand même pas mal d'initiatives autour qui sont plutôt le témoignage d'une hospitalité, d'une volonté très forte d'accueillir. Et donc moi, je voulais vous demander en quoi l'état des opinions en Europe est-il plus subtil finalement qu'une opposition entre une hostilité totale aux étrangers et une hospitalité sans borne et complète. En fait, quand on a eu les attentats terroristes à Paris, je travaillais encore au Parlement européen, et comme j'avais beaucoup d'amis qui étaient réfugiés syriens, qui venaient d'arriver un mois avant en Europe, je les connaissais parce qu'avant j'étais analyste politique sur la Syrie en Égypte, en 2011-2013, pendant le printemps arabe. Je me suis dit, mince, ils sont déprimés, ils sont dans leur camp, en attendant l'instruction de leur demande de protection. Et les médias circulent les rumeurs, qui étaient en fait infondées, que les gens qui ont perpétré ce massacre sont réfugiés syriens. Alors que l'un d'entre eux avait passé quelques mois en Syrie et qui maîtrise à peine l'arabe. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même dégueulasse, qu'est-ce que je peux faire moi? Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire une fête chez moi. Et même si c'est niveau 4 d'alerte, c'est le niveau le plus haut en Belgique, et l'équivalent de ne sortez pas de chez vous en France, on a fait la fête, on a été, je crois, 35 dans mon appart, ce qui était quand même bien vu l'état psychologique dans lequel on était 6 jours après les attentats de novembre 2016, et pardon, 2015. Et ils ont joué leurs instruments, et en fait, je me suis dit, mince, en fait, on devrait faire beaucoup plus de ce genre de fête, parce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas, qui n'avaient jamais rencontré des réfugiés syriens, et qui étaient contents de venir à cette fête, mais qui ne savaient pas, en fait, que le mec, il y a 2 mois, il était en Syrie. Et qu'il joue super bien de la percussion, ou de la trompette, ou de la guitare. Et du coup, j'ai organisé 19 concerts débat qui ont fait ce qui s'appelle Syrians Got Talent, c'est écrit là, sans S, mais
ils ont du talent, et donc c'est en fait dire aux gens, ben, il y a plein d'Européens qui sont très fiers de leur diversité. On a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de différences d'origine. C'est un bon signe. Ça veut dire que c'est là que les gens veulent venir. Ça veut dire que c'est ici que ça se passe, que c'est mieux ici en fait. Tout comme pour mon père immigré égyptien, c'était mieux de faire la médecine en France, même s'il avait fait toute sa médecine en Égypte. Il a recommencé à zéro en France parce que ça valait mieux. Et donc il a bénéficié à la France en travaillant 30 ans à l'hôpital Robert Debré, à Paris 1, devant l'un des 2 plus gros hôpitaux d'enfants en France. Et donc, cette perception de l'immigration comme quelque chose de positif, elle est partagée par des centaines de millions d'Européens. Et on a vu notamment, je ne sais pas si vous en souvenez, en août 2015, quand nous avions eu un afflux, vu l'ouverture de la frontière gréco-turque, et du turc sur donc de beaucoup de réfugiés qui venaient de Syrie, d'Irak, aussi des Balkans, mais vraiment c'était 62% venaient de la Syrie, selon les Nations Unies. Et on a eu énormément d'Allemands qui les ont accueillis avec, par exemple, je dis énormément d'Allemands, il y a d'autres aussi, mais la couverture médiatique a décidé de suivre toute cette chaîne humaine qui disait Willkommen bei uns, bienvenue, welcome, nous sommes tous réfugiés, etc. Et ça a créé, du coup, une sécurité, une incitation à l'intégration, beaucoup d'aide, d'entraide qui continuent jusqu'à maintenant, et pas que en Allemagne, bien sûr. Et concrètement, qu'est-ce que vous dites aux personnes qui vous répondent non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, je pense que on est chez nous et qu'ils n'ont pas à venir ici, quoi. Et concrètement, quels sont vos arguments, qu'est-ce que vous leur dites quand ils disent ça? Il y en a effectivement beaucoup qui disent ça. Et vu les sources qu'ils regardent, qu'ils voient à la télé, sur Facebook, sur YouTube, je comprends tout à fait qu'ils aient peur. Il y a de quoi avoir peur quand on suit Russia Today et qu'on voit l'impact de l'immigration de masse sur les viols tous les jours en Europe. C'est très tristogène de voir ça. Donc, du coup, je suis allé voir, par exemple, à Belois en France, dans le Val d'Oise. On avait un débat il y a 2 mois, 3 mois, sur pourquoi voter aux européennes le 26 mai. Et il se trouve que les gens du bar et leurs potes faisaient le salut à Marine dès qu'une personne venait pour assister au débat, qui était en l'occurrence organisé par En Marche Val d'Oise. Et du coup, pour relaxer l'ambiance, avant de commencer notre débat, moi je suis allé les voir, on a discuté pendant 20 minutes. Et en fait, les 3/4 des personnes autour de nous étaient d'origine immigrée directe. C'est-à-dire que leurs parents ou eux-mêmes étaient nés en Turquie, en Pologne, en Italie. Et donc, quand on a discuté, je leur demandais pourquoi est-ce que vous avez voté pour Marine Le Pen, ils me disaient c'est parce que l'immigration, ça doit s'arrêter. Je disais, mais donc, moi, mon père, il est immigré, il travaille à l'hôpital depuis longtemps, il paie ses impôts, il n'a jamais fait de problème. Est-ce que lui doit partir? Il dit, dis-moi, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, ma mère, elle est française, mon père, il est d'origine immigrée, je fais quoi, moi? Non, vous, c'est pas le problème, on ne dit pas ça, vous, pas de problème. Est-ce que c'est votre ami là, qui est d'origine turque? Non, lui, on connaît, il n'y a aucun souci. Non, on veut dire les nouveaux. Et donc, on a un petit problème de perception déjà, qu'on a l'impression qu'il y a une immigration massive, alors qu'en réalité, on a une toute petite partie de notre population, de notre démographie qui vient de l'immigration fraîche, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui restent pendant plus d'1 an en France. Que ces gens-là sont faits aussi en bonne partie pour ceux qui ont donné des permis de séjour, des étudiants, tout simplement, qui restent plus d'1 an. Bien sûr, des frères, des sœurs, des fils, des filles et des parents. Donc ça, c'est la politique de réunion familiale, droit à la vie familiale, qui représente 60% des permis de séjour que la France donne, par exemple. Et puis, il y a effectivement 10% de l'immigration économique. Mais je veux dire, on parle de 150 000, 200 000 personnes par an. C'est tout petit. Et si on rationalise ça et qu'on dit aux gens, vous savez, la vague d'immigration qu'on a eue en 2015-2016, qui est irrégulière, elle représente 0,4% de la population de l'Union européenne. Et de 2, ces gens sont jeunes, ils travaillent, ils sont motivés. Il y en a qui ne travaillent pas, c'est vrai, ils ont un taux de chômage qui est double du taux de chômage national, mais ils contribuent beaucoup. Et ce n'est pas qu'ils vont remplacer, c'est qu'ils font des jobs que les Français ne sont pas prêts à prendre. Et ils payent leurs impôts. Le fait de les déclarer fait que
ils sont en fait contributeurs nets à notre budget, à nos services publics, à notre système de santé. Et que ces gens-là, qu'ils soient footballeurs et qu'ils nous fassent gagner la Coupe du Monde de football 2 fois, ou qu'ils soient comédiens, ou qu'ils soient dessinateurs ou créateurs de BD, ils contribuent à notre pays. Mais c'est toujours un problème pour moi d'arriver à trouver le juste milieu entre des arguments qui sont rationnels, rationalisés par rapport à la perception d'immigration massive d'un côté et la réalité d'immigration de l'autre. Et d'autre part, les aspects irrationnels. Être fier de Léo Ferré ou de Yves Montand ou d'Édith Piaf, qui sont d'origine immigrée, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Peut-être qu'on n'aime pas Édith Piaf ou Léo Ferré, et puis on s'en fiche parce que on va me dire, oui, ça c'est juste des exceptions. On me disait pour moi, pour mon père, mais c'est une exception. Alors qu'en fait, on est tous des exceptions. Je veux dire, il y a des terroristes qui sont effectivement actuellement des Français en fait de culture musulmane. Mais si on s'amuse à avoir 1000 terroristes dans toute la France et qu'on fait le ratio sur les 5 millions Français et Français de culture musulmane, ça fait 0,00001% de cette communauté-là. Donc avec un argument rationnel, on peut calmer les choses, mais les gens ne sont pas rationnels. Personne n'est rationnel. Vous n'avez jamais voté en ayant fait des statistiques et de la prospective par rapport au programme des partis politiques qui sont toujours assez généralistes pour avoir le plus de votes possible. Donc, moi je dis voilà, utilisez votre cœur, utilisez ce en quoi vous croyez, ce qui vous rend fier, et puis aussi, si vous en avez aussi envie, regardez tout simplement les statistiques des Nations Unies. Je vous ai ramené un petit fascicule de l'Agence des Nations Unies sur les réfugiés qui montre que l'Union européenne, oui, on a pris 1 million, 2 millions de réfugiés syriens, mais la Turquie elle en a pris 2,5 millions, la Jordanie 1,5 million, le Liban 2 millions, l'Irak qui est dans une situation très très vulnérable, un demi-million. En interne, il y a aussi 7 millions de personnes déplacées. Je parle juste des Syriens. Donc, bon, voilà, donc ça nous permet un peu de relativiser. L'Union européenne aussi essaye de, quand on dit l'Europe est contre les immigrants qui passent la Méditerranée, etc., bon, en fait, ce sont nos propres États qui sont bloqués, on va le voir. Mais l'Union européenne aussi nous dit, regardez, c'est une richesse. En 2050, on aura 49 ans en moyenne dans l'Union européenne. Donc non seulement, comme Roland disait, nous avons une réduction de la population de 40 millions, mais le vieillissement de la population fait que la population active sur la population passive s'amenuise substantiellement. Et qu'on arrive, même si la France est relativement mieux placée que d'autres, c'est la même dynamique, à en fait la fin de notre modèle social. L'État-providence qui a de très bons services publics, les meilleurs transports publics du monde, meilleur système de santé du monde. On déplaise aux Canadiens, certes, mais c'est que 36 millions de personnes. Et donc, ce système-là, on va le perdre s'il n'y a pas assez de population active pour produire de la richesse. Et donc, selon la Commission européenne, et je termine avec ça, c'est un rapport de 2008, pour que le ratio entre population active et population passive en 2050 soit le même qu'en 2008, il faut, compte tenu de l'évolution démographique de l'Union européenne, avoir 54 millions d'immigrés. Il n'est pas de l'Union européenne. 54 millions, ça peut paraître immense. Sur 500 millions, ou à ce temps-là, 480 millions, c'est pas immense. Il y a 10% de Français qui ne sont pas nés en France, qui sont immigrés. Et je ne parle pas de ceux qui sont fils d'immigrés et filles d'immigrés, comme moi, qui sont un autre 10%, ni ceux qui sont filles ou fils de grands-parents immigrés, qui représentent 30% des Français. Et ça s'est plutôt bien passé. Merci pour votre réponse. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, notamment sur le fait que beaucoup aimeraient des arguments rationnels pour expliquer le vote, mais que le vote ne l'est pas forcément, les politiques essaient de répondre à ce besoin de rationalité en rassurant les Français, notamment ceux qui ont peur de l'immigration, avec l'idée de la politique de quotas, qui est notamment de dire ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup d'immigrés, on va les limiter, essayer de limiter leur nombre et les répartir entre les différents pays européens. Par exemple, Emmanuel Macron a repris cette idée dans sa lettre aux Français en janvier dernier. Il a repris l'idée de la politique de quotas qui avait été défendue par François Fillon lors de sa campagne électorale.
Donc on peut être étonné qu'ils reprennent une idée qui appartient traditionnellement à la droite dure. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'une politique de quotas est possible? Et si oui, souhaitable? C'est une bonne question. En fait, je ne suis pas d'accord avec le fait que la droite ait créé l'idée de quotas. Le Canada, Justin Trudeau actuellement au Canada, utilise la politique de quotas depuis longtemps, l'Australie aussi, qui a certes complètement dégradé sa politique migratoire, du moins pour l'immigration irrégulière. Mais la France avait aussi une politique de quotas extrêmement assumée jusqu'en 1974. Donc, avoir un quota, c'est juste essayer en fait d'avoir une politique migratoire. Parce que si vous n'avez pas de quota, que vous dites, gens qui viennent, on va voir si vous êtes, si on vous donne un permis de séjour ou pas, si on vous donne la protection subsidiaire, voire l'asile politique, c'est moins organisé que de dire, en fait, on va avoir 5 000 pour les personnes qui sont migrants économiques, 15 000 pour les personnes qui fuient, par exemple, pour des raisons humanitaires, donc on appelle ça après des visas humanitaires, puis, je sais pas, 5 000 pour protection subsidiaire, donc c'est pas réfugiés politiques, mais la Convention de Genève vous protège quand même parce que vous risquez quand même votre vie en revenant dans votre pays d'origine. Faire des quotas, ça permet de rationaliser un peu la chose. C'est actuellement une impasse au niveau européen. Donc, je ne sais pas si on veut tout de suite arriver là-dessus, mais puisqu'on y est. En 2016, on a eu donc un afflux un peu plus, enfin, en 2015, un peu plus augmenté, qui a commencé au départ Au départ, en fait, on avait 160 000 personnes à redistribuer en quota. Ça a l'air ridicule par rapport au nombre de personnes qui sont venues juste après. Mais sur les 160 000, il fallait redistribuer ce quota, ce truc-là, et ça existait. Les traités en fait, européens nous disent que les États membres ont l'obligation de faire preuve de solidarité l'un envers l'autre dans les cas de crise majeure. Et donc, l'Union européenne a dit hey, les gars, les 27 à ce temps-là, là, il y a une vraie pression sur la Grèce, en l'occurrence, mais aussi sur Chypre, sur Malte, sur l'Italie. Et donc, vous devriez prendre une partie de ces personnes qui viennent d'arriver. Et les États membres, étant donné qu'ils n'avaient pas eu le courage politique d'expliquer, moi je pense qu'ils n'essaient même pas d'expliquer, c'est ça tout le problème, d'expliquer que ce n'est pas un problème, que c'est un faux problème, ont tout simplement pas répondu. Et à la fin de la conférence de presse en octobre 2016 au Conseil de l'Union européenne à Bruxelles, de dire de sources très bien informées que je ne peux pas citer, les chefs d'État et de gouvernement se sont dit bon mince, on n'est pas arrivé à un consensus, on n'est pas du tout, en fait, ils n'ont pas du tout travaillé à trouver un consensus parce qu'ils ne peuvent pas revenir vers leur électoral en disant on a accepté nous 15 000 personnes. Ça marche pour la Suède, ça ne marche pas pour la France par exemple, parce qu'il n'y a pas cet effort d'explication de l'immigration en France. C'est le gouvernement Hollande d'ailleurs à ce temps-là. Et du coup, la seule réponse, c'était qu'on va faire une conférence de presse et on va annoncer qu'on va donner 3 milliards d'euros, qui est devenu 6 milliards, à la Turquie pour qu'ils gardent leurs réfugiés chez eux. Et ça a été décidé à l'arrache, sans consulter leurs propres conseillers, qui m'ont fait part. Et ça montre à quel point on est dans une situation de chaos, en fait, au niveau européen, où nos États membres, il ne faut pas oublier que ce sont les États qui sont compétents sur ça, n'arrivent pas du tout à s'entendre. Et donc, il y en a qui jouent vraiment le jeu, le Luxembourg, par exemple, et qui voulaient, par exemple, avoir... ils avaient 80 familles syriennes dans leur quota. Et ils ont réussi qu'en avoir 60, parce que ou même encore moins, parce que sur les familles qui sont venues, ces familles-là pensaient qu'elles allaient aller en Allemagne, et croyaient que Luxembourg était un land allemand. Et puis, quand elles se sont aperçues que c'était au Luxembourg, alors que les subventions publiques pour le logement la première année sont bien plus élevées qu'en Allemagne, elles sont parties en Allemagne. Donc, on a une situation assez chaotique. Je pense qu'il faut relativiser en disant ça s'est vraiment calmé entre-temps. Et il faut maintenant prendre ce calme-là pour essayer de travailler contre les gens qui ne nous permettent pas de débattre, tels que la Ligue du Nord ou Viktor Orban, et entre personnes qui sont d'accord pour en débattre, vraiment travailler sur une refonte du système de Dublin pour, en cas de nouvelle crise majeure, parce qu'on n'en a pas actuellement, mais en cas de nouvelle crise majeure, être prêt plutôt que d'avoir les arrangements temporaires que doit préparer la Commission européenne, faute d'accord.
Si je vous ai perdu sur quelque chose, n'hésitez pas à faire un carton jaune ou un carton rouge. Peut-être préciser un peu ce qu'est le système de Dublin pour que ce soit clair. C'est l'objet de la deuxième partie de notre conférence. Maintenant ou Ouais. après? Non, maintenant. Donc, on voulait parler plus des institutions européennes et de la politique commune de l'immigration et de l'asile. Et donc, justement, parler du règlement de Dublin. Peut-être d'abord rappeler, même si on voit que forcément c'est un peu régi par l'urgence, notamment avec la crise migratoire de 2015-2016 et l'accord avec la Turquie, il y a quand même des grands piliers qui ont été mis en place de la politique commune de l'immigration et de l'asile. Et la première question sur cette politique commune, ce serait de savoir en quoi ces piliers sont fragilisés et enfin, plutôt connaître leur nature et ensuite savoir en quoi ils sont fragilisés. D'accord. Au fait, quand j'y pense, donc là on est dans une grande école et donc vous approfondissez en fait sur ces notions-là. Mais ne perdez pas de perspective que ce qui fait peur aux gens, c'est pas du tout l'aspect qu'on va discuter là, c'est un aspect qui est beaucoup plus générique en fait sur l'immigré. Et donc moi j'ai jamais ce genre de questions, si je suis dans l'Aisne par exemple, à Lens, pour parler d'immigrants, on va plutôt dériver sur oui mais les immigrés sont contre le droit des femmes, les immigrés, et donc ce sont eux les électeurs hein, en masse, ils sont plus nombreux que vous. Et donc si on veut parler des élections européennes et de l'immigration, c'est pas que je refuse la question qui pour moi est beaucoup plus intéressante, mais pour vous montrer le cadre dans lequel on est au niveau macro si vous voulez. Les gens ne vont jamais approfondir sur les piliers de l'Union européenne, ils ne savent pas que le Parlement européen est élu en majorité en France. 43% des Français savent que le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, sondage Eurobaromètre. Donc, par rapport aux gens, il faut faire attention à déjà en fait parler de l'aspect fondamental qui leur fait peur, ce qui est la sécurité. Je pense qu'il y a un lien entre leur sécurité et l'étranger. Ici, on a l'occasion d'approfondir, mais sur un aspect qui est en fait mise en abîme, en fait, quelque part, qui est juste ces quelques centaines de milliers de personnes, ces 150 000 par an, 150 000, voire 1 million en 2015-2016, qui est assez comparable d'ailleurs à 99, 900 000 Kosovars, ou 92, 1 million de Yougoslaves, ou 45, 1,5 million d'Allemands de Pologne et de Silésie. Et donc là, on rentre vraiment dans quelque part un détail par rapport à l'enjeu des européennes où il faut parler en fait de quelque chose qui n'a rien à voir avec les immigrés, mais expliquer aux gens que moi, Shams Saleh Ahmed El Ronemi, je suis exactement comme eux, qu'on est ensemble et qu'on va travailler ensemble. Et c'est beaucoup plus, donc c'est juste différent. C'est juste pour dire, voilà, comme j'ai fait 65 débats cette année en 32 départements sur l'immigration et l'Europe, je me permets de vous donner cette perspective et je vous encourage à aller dans vos départements, à sortir de Paris, bien sûr, pour animer ces débats aussi dont vous êtes tout à fait capable et légitime. Sous les piliers, l'Europe, on l'a faite, comme vous le savez, par petits pas. Je vais juste répondre à ça avant de redonner. L'Europe, on l'a faite par petits pas, comme vous le savez. Hein, c'est Jean Monnet qui disait voilà, l'Europe ne se fera pas en un jour, elle se fera dans des actes concrets, etc. Du coup, on a commencé l'espace Schengen entre quelques États, puis c'est devenu une politique de l'Union européenne, on l'a internalisé à l'Union européenne en 1995. Après, on a commencé aussi à se dire, bon, ce serait bien si on avait aussi, du coup, un contrôle de nos frontières, puisqu'on n'a plus de frontières intérieures, donc on a des frontières communes extérieures. Alors, on a, par exemple, créé Frontex en 2004 pour surveiller les frontières communes, parce que sinon, bon, chaque garde-côte nationale non coordonnée, ça fait aussi des frontières qui sont poreuses. On a 100 000 garde-côtes nationaux. Du coup, on a créé Frontex. Alors, on est à 1500 de Frontex, dont le travail est de coordonner la surveillance de nos frontières communes. On pense le mettre à 10 000, par exemple. Mais on est à mi-chemin. C'est comme pour le sujet de l'intégration économique et monétaire. On a vraiment fait la moitié. Et il faut continuer dans cette intégration-là, notamment en l'absence de code européen de l'asile et de l'immigration, en l'absence d'une vraie coordination des demandes des marchés de l'emploi dans nos différentes régions, on arrive à des absurdités. Par exemple, disons que je suis Salwa, qui est une amie qui était réfugiée syrienne en Égypte et qui a ensuite pris un bateau au large d'Alexandrie en payant 7 000 € elle a 45 ans et 2 filles qu'elle veut vraiment scolariser,
prendre un bateau. Et donc, 9 jours plus tard, elle s'est retrouvée assez mal en point, avec 150 personnes sur un bateau au large de Gênes. Et grâce à un tanker, ils ont été ensuite ramenés. C'était fin 2015. C'était fin 2014. À bord. Et donc, après, il a eu la Croix-Rouge. Et puis, il est allé dans un mini-camp. Et il a décidé de partir et de payer d'autres réseaux de passeurs pour aller jusqu'aux Pays-Bas, pour ensuite déposer une demande de protection au regard de la Convention de Genève, et elle l'a eu après 4 mois quand même. Et maintenant, ces 2 filles, qui sont notre joueuse de Rhodes et de Qanun, un autre instrument syrien, oriental, sont maintenant à Haarlem, au nord de Amsterdam. Et ça se passe très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Salwa, donc, si elle va, non, alors, je vais faire pour l'exemple que je vais vous montrer, on va parler plutôt de sa fille Jawa. Jawa, elle avait 18 ans. Donc, du coup, elle ne pouvait pas jouer le rôle, donc l'espèce de lutte orientale. Pour passer, elle ne pouvait pas légalement être éligible pour la politique de réunion familiale parce qu'elle avait 18 ans. Donc, c'est plus l'enfant de Salwa. C'est une majeure. Ça marche comme ça à la loi. Du coup, elle a aussi payé des passeurs pour passer de la Turquie à la Grèce. En bateau. C'était avant la fermeture de la frontière. Enfin, la fermeture totale de la frontière. Quand elle arrive en Grèce, ou si vous voulez en Italie, non, la Grèce a accueilli beaucoup plus de personnes en situation irrégulière que l'Italie, mais elle n'a pas du tout le même régime politique que l'Italie, qui a voté à 18% pour l'extrême droite. Ce qui a suffi à Matteo Salvini pour arriver au pouvoir. Pas oublier l'histoire. J'arrive en Grèce, je m'appelle Jawa, ma mère est aux Pays-Bas. On a des droits qui sont consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc tous les États de l'Union européenne sont des parties contractantes et doivent absolument appliquer cette convention. C'est une convention qui est supranationale, qui s'impose aux États de l'Union européenne, et donc notamment le droit à une vie familiale. Et il y a aussi la Charte européenne des droits fondamentaux qui s'applique dans toute l'Union européenne. Et il y a aussi des lois européennes qui protègent ça. Si Jawa décide d'aller aux Pays-Bas, et pas attendre en Grèce, les Pays-Bas ensuite vont appliquer le système de Dublin. C'est un règlement, donc une loi européenne, qui va donner le droit aux Pays-Bas de renvoyer Jawa par avion en Grèce, pour que sa demande soit instruite en Grèce. Donc le principe, c'est le premier état d'entrée est celui qui doit instruire la demande de protection de la personne qui entre sur le territoire de l'Union européenne / espace Schengen. D'accord? Ce système-là est assez absurde, puisque ce qui serait mieux, c'est que Jawa dise « ma mère est aux Pays-Bas », ok, elle va aux Pays-Bas, elle instruit sa demande aux Pays-Bas. Et si Jawa a menti, ce qui est assez improbable, parce que les gens ont vraiment des liens familiaux en Europe quand ils viennent, dans pas mal de cas. Il y en a un lien familial, c'est direct, hein. C'est vos frères et sœurs, vos parents, vos enfants, rien d'autre. Et les enfants, c'est les mineurs. Ce serait mieux que Jawa ait à aller aux Pays-Bas sans risquer d'être ensuite pris et renvoyé en Grèce pour instruire sa demande, qui ensuite va prendre 2 ans dans des conditions déplorables, pour ensuite avoir le droit d'être en Grèce, pour ensuite aller aux Pays-Bas. Ce qui est la situation actuelle, qui n'a aucun sens. Et c'est la situation qui s'applique à beaucoup de gens qui viennent maintenant en Italie, pour parler d'Italie, mais ils ont largement moins de personnes que ce qu'ils ne prétendent. Mais pour parler d'Italie, vous êtes du Nigeria, vous arrivez en Italie, vous avez votre frère qui est en Allemagne. L'Allemagne est OK pour que vous veniez et que vous demandiez un permis de travail, une régularisation dans les années qui viennent, pas l'Italie. Mais le système fait que l'Allemagne pourra vous renvoyer en Italie. Et en Italie, votre demande sera instruite au bout de 2 ans, dans des mauvaises conditions, pour qu'après, vous puissiez aller en Allemagne de toute manière. Donc, c'est une immense perte. Et donc, il faut réformer ce système-là. Et ce qui a poussé à la réforme de ce système-là, c'est qu'il ne marche plus du tout, puisque les États, en fait, n'ont plus du tout respecté leurs obligations. L'Allemagne, par exemple, a dit, en fait, si vous venez,
je ne vous renverrai pas en Bulgarie, même si je sais que vous êtes passé par la Bulgarie. C'est ce que Merkel a dit en août 2015. Donc à partir de ça, il y a eu, on a complètement changé on a aboli le système. En fait. Donc, on l'applique en fait tous les jours jusqu'à présent, mais il a eu une secousse très très forte. Et il y a une deuxième secousse, c'est la Hongrie, qui, dans la redistribution des personnes en cas de crise majeure, doit être solidaire et donc prendre une partie de ces demandeurs d'asile, a dit tout simplement non, ainsi que la Pologne, sur des arguments qui sont en plus contraires aux principes de l'Union européenne, en disant je veux que des chrétiens. Rien à voir avec les principes de l'Union européenne. Donc, vu qu'on doit le refaire, quelle est la situation des institutions européennes? Comment est-ce qu'elles y ont répondu? En avril 2018, le Parlement européen a répondu, donc en avril dernier, et a reconfirmé sa position en disant en fait, quand quelqu'un arrive, le droit de la reconduction, la réunion familiale prime pour l'instruction de sa demande. Donc, s'il vient en Italie et qu'il a un lien familial en France, il vient en France et sa demande est instruite en France. Et la France doit lui répondre sous 6 mois. Et il a 3 jours pour instruire sa demande lorsqu'il arrive en Italie en disant « je veux aller en France ». Donc, c'est assez court comme délai. Et s'il n'est pas du tout éligible pour la protection, il peut être ensuite rapatrié, expulsé. Et comme ça, au moins, on donne beaucoup plus de chance à la réunion familiale, on fait moins de drames, de tragédies, on améliore le système. Ça, c'est la situation au Parlement européen. Le problème, comme toutes les lois européennes, ou 95% d'entre elles, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas nos États qui les décident, encore moins la Commission, c'est les États avec le Parlement européen. Donc le Parlement européen a une position, certes, mais les États, eux, les 28, ils n'ont pas de position. Ils savent qu'ils doivent refonder, ils doivent avoir une refonte du système de Dublin, donc de la répartition des responsabilités, l'entier à vous, d'inscrire la demande, l'entier à vous. Ils savent que ce système-là ne marche plus. Mais étant donné que nous avons des gouvernements extrêmement qui bloquent actuellement la prise de vote, vous allez concrètement, ce que va faire l'extrême droite. Elle va, par exemple, pour le vote au Parlement européen, la Ligue du Nord s'est abstenue sur la refonte de système, qui pourtant dispatcherait tous les demandeurs d'asile en dehors de l'Italie. Mais elle s'est abstenue parce que montrer qu'elle serait pour montre qu'il y a en fait une réceptivité au niveau européen. Mais comme elle est d'extrême droite, elle n'a jamais voté pour ça. Le FN aussi a voté contre, parce que leur programme, c'est juste anti-européen. Donc on est bloqué. Or, quand ils arrivent au niveau des États, l'Italie contrôlant maintenant dans les réunions de nos ministères de l'Intérieur le vote Italie, ben, elle peut très bien bloquer les négociations en disant « je ne suis pas d'accord ». Mais elle ne dit pas « elle n'est pas d'accord ». Pourquoi? L'Autriche et la Hongrie n'aident pas, puisqu'ils ne veulent pas non plus, eux, être solidaires de ce système-là. Du coup, avec ces 3 gouvernements qui sont en coalition avec l'extrême droite, on a un vrai blocage au niveau européen et ils n'ont aucun intérêt électoral en tant qu'extrême droite à arriver à une solution européenne puisqu'il y a les élections européennes. Et que si on arrive à une solution entre-temps, avec un sommet européen entre-temps, ben, ils auront beaucoup moins de députés européens le 26 mai. Actuellement, ils sont crédités pour l'extrême droite italienne de 30% en Italie. Donc, doublement de leur part d'il y a un an. Et en plus du blocage des pays, enfin, plutôt de ces partis d'extrême droite dans les différents pays européens, n'y a-t-il pas aussi un manque de propositions de la part de la Commission, par exemple, ou de solutions proposées? La Commission européenne, elle ne prend pas de décision. C'est notre administration européenne commune. Elle est indépendante des États. Je recadre juste quel est son rôle. Et du coup, elle doit juste sentir l'eau pour proposer quelque chose qui a une chance d'aboutir. Elle ne peut pas proposer un truc qui n'a aucune chance d'aboutir. Ça ne sert à rien. Donc là, elle propose des accords temporaires pour gérer les flux entre les États membres et les États tiers. Faute de possibilité d'arriver à un consensus. C'est elle qui a préparé le règlement de Dublin et aussi sa refonte et qui nous accompagne dans toutes les auditions que nous faisons au Parlement européen, par exemple en commission LIBE, pour les intimes de Bruxelles, c'est-à-dire la commission des libertés publiques et des affaires intérieures. Elle a l'expertise, elle nous dit voilà la situation, elle a une vue européenne, contrairement à toutes les administrations nationales, donc elle voit la situation, ce qui est très utile. Elle dit en fait, les mecs, vous devriez déjà avoir un code européen de l'asile et de l'immigration, vous devriez coordonner tel et tel aspect, vous devriez renforcer Europol et Eurojust et Frontex et de tel aspect, etc.
Mais s'il n'y a pas une possibilité politique d'y arriver, parce qu'on a l'extrême droite qui veut continuer à gagner les élections et à continuer à monter au pouvoir en Italie ou en Hongrie ou en Autriche, ben on est compté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut passer à des questions publiques avant de revenir à la troisième partie de la conférence. Tout à l'heure, vous avez... Mais je ne sais pas si la suite fonctionne. Et alors, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que les gens... Ah oui, bonsoir, je m'appelle Thomas Brunel. D'accord. Étudiant en pré-master à l'ESCP. Merci. Alors, vous avez tout à l'heure dit que les gens sur le terrain faisaient le lien entre immigration et insécurité. Et vous avez dit que vous trouviez ça infondé. Mais je pense qu'il faut un peu se méfier de l'intuition populaire parce que, en fait, les gens sont conscients que lorsque l'immigration arrive, les migrants qui sont majoritairement d'origine modeste vont dans des quartiers qui sont souvent des zones sensibles des villes, donc les banlieues principalement, dans toutes les grandes villes françaises, dans lesquelles il y a déjà des problèmes importants au niveau de l'intégration. Et donc, ces gens qui arrivent dans des conditions difficiles ont une propension marginale plus importante à être tentés soit par la délinquance, notamment trafic de stupéfiants, etc., dans ces endroits-là, et aussi à être attirés par des branches de l'islam radical, notamment salafiste. Donc, je pense qu'il y a un lien qui peut tout à fait être fait entre immigration et insécurité à ce niveau-là. Et en plus, on sait par ailleurs que dans l'immigration qui arrive, il n'y a pas que des gens qui sont déterminés à s'assimiler pleinement, c'est-à-dire à renoncer à une partie de ce qu'ils sont de leur culture pour intégrer un ensemble national. Il y a aussi des gens qui viennent pour imposer aussi une forme de leur civilisation, notamment liée à l'islam. Donc voilà, je voulais que vous réagissiez à ça. Super. Merci beaucoup, Thomas. Oui, je me suis mal exprimé. Quand je voulais dire que le lien n'est enfin, qu'il n'y a pas de lien, je parlais de la conclusion à laquelle moi je veux aboutir. Bien sûr, leur présomption est fondée, dans le sens où elle est fondée par les informations qu'ils ont. Et les informations qu'ils ont leur montrent que 90% des tournantes sont faites par des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Même s'ils sont nés en France, ils ont des noms qui sont plutôt musulmans. Mais quand vous avez ensuite les études du CNRS qui épluche l'ensemble des tournantes déclarées en France, on voit qu'en fait la proportion, donc la part de ces communautés dans les cas tournantes est exactement représentative de leur part dans la population française. Et là où le bas blesse, c'est la médiatisation. Vous êtes backstage à TF1, à M6, et vous décidez de couvrir l'info ou pas. Et là, vous dites, tiens, Mamadou, viol, je couvre. Jean-Pierre, viol, je couvre pas. Parce que vous pensez que Mamadou, ça va intéresser davantage. Je grossis le trait, ce sont des termes qui sont extrêmement graves, faites attention, mais c'est une réalité qu'ont trouvé des chercheurs qui ont fait des thèses dessus, donc, qui étaient très très médiatisés dans les années 2000, en fait, au début des années 2000 notamment. Et ça pose donc la question de comment arriver à redresser cette image-là. De même sur l'islam de France, on a l'impression qu'on a ces islamistes qui s'imposent dans nos quartiers, mais on ne parle pas non plus de tous les autres imams. Par exemple, je connais personnellement un imam qui est génialissime, qui n'intéresse pas autant les journalistes, parce qu'il n'est pas exactement le cliché que les journalistes veulent inviter pour les plateaux télé. C'est un imam qui a un service pour les couples gays et lesbiennes à Marseille, et qui est lui-même gay, et qui est extrêmement intéressant sur toutes les thématiques de l'islam libéral, dans lesquelles moi je me projette aussi. Et donc on a un problème systémique. C'est pas représentatif de l'islam tel qu'elle est en France. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le message qui est véhiculé par l'islam en France.
Alors, le problème, c'est que quand on a une vision très, très nuancée de la chrétienté, et qu'on voit qu'est-ce qu'elle a amené. Hein, il y avait des gens, avec Marie Gott mit uns, qui ont envoyé 6 millions de nos confrères de confession et de culture juive à la mort, et qui ont lié ça aussi à leur supériorité et leur destinée chrétienne et du Troisième Reich, etc. Et de même, nous avons aussi des islamistes, antisémites, qui font beaucoup de mal à la société, avec lesquels il faut être absolument intraitable. Ils ont été, là, vous êtes en train de dire qu'en gros, le Vatican soutenait d'une certaine manière un peu l'Allemagne nazie. Ça, c'est ce que dirait un salafiste en Égypte. Immédiatement. Mais c'est pas ce que je dis moi. Ce que je dis, en fait, c'est que par parallélisme, plus on a une nuance, plus on regarde la complexité de l'islam en France, plus on voit qu'en réalité, les musulmans sont plutôt très bien intégrés. Et que la situation est plus complexe que ça. Et si on regarde les problèmes d'insécurité aussi, on voit la ville de Caen, qui a beaucoup, beaucoup moins d'immigrés que la moyenne nationale, et qui a beaucoup plus d'insécurité qu'au niveau national. On voit aussi la deuxième ville qui a le plus haut taux la ville qui a le deuxième plus haut taux d'immigrés, notamment l'Afrique subsaharienne et le nord de France, qui est au soleil, dans le sud-est. Et là, il y a une taux de criminalité qui est la moitié du taux de criminalité nationale. Ce qui revient à ce que vous disiez au départ, que le lien fondamental, il est socio-économique. Que là où il y a un très haut taux de chômage, comme à Aubervilliers, qui est la ville où il y a le plus haut taux d'étrangers en France, il y a aussi un haut taux de criminalité ou de perception d'insécurité. Mais on a aussi des villes avec beaucoup d'immigrés et qui vont bien. Et ce sont des immigrés qui sont d'origine africaine, subsaharienne, arabe. Donc quand on rentre dans les nuances, on s'aperçoit qu'il y a des constructions de préjugés qui détruisent notre dialogue et qui affaiblissent notre société et qui peut-être nous rappellent en fait à ce qu'était notre société dans les années 30. Où aussi on disait attention, vers là-bas, il y a le juif du coin, etc. Et on le voit encore, c'est pas parti. On voit bien sûr ce qui s'est passé cette semaine même ici. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. Le 27 janvier, j'ai publié une tribune pour la 74 ans de la libération du camp d'Auschwitz, qui s'appelle Shams, moi, Shams, soleil en arabe, Auschwitz, je n'oublie pas. Parce que j'ai vécu, moi, dans un quartier avec beaucoup de personnes de confession juive, et donc la première fille que j'aimais, la deuxième aussi, mon meilleur pote était de culture juive. Et dans cet article-là, j'ai parlé de l'Albanie, qui est un État européen dont la grande majorité est musulmane, et qui a été le seul État européen à voir sa population décuplée, sa population juive décuplée, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation nazie. Pas une famille juive n'a été dénoncée, et au contraire, des milliers de familles juives fuyant notre continent extrêmement antisémite ont trouvé refuge en Albanie, dont Albert Einstein, qui a pu quitter l'Europe grâce à l'Albanie. Et tout ça, c'était grâce aux efforts de Mustafa Kemal, par exemple, Premier ministre albanais, avec aussi le roi albanais, avec aussi l'ensemble de la population albanaise, pour protéger ces hommes et ces femmes. Et ça aussi, c'est un legs de l'islam en Europe. Et donc, ça ne veut pas dire que les musulmans sont meilleurs que les autres, absolument pas. Donc, c'est de la manière. Mais ça montre juste que dès qu'on rentre dans la nuance, on voit la beauté de ce que nous sommes en tant que femmes et en tant qu'hommes. Et on voit aussi l'importance de s'attaquer à ces préjugés ensemble parce qu'ils nous font mal si on les néglige. Merci. On va peut-être passer à d'autres questions du public. J'ai vu que d'autres avaient des questions. Bonjour, Isabelle Scamo. En fait, ce qui me dérange un peu dans votre discours, c'est que directement vous reliez l'immigration à l'extrême droite. Or, on sait que maintenant, il y a des partis comme les Républicains ou le Parti Socialiste qui vont utiliser cette même thématique pour aussi avoir des électeurs. Et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le titre, ça devrait être élection européenne, les démocraties à l'épreuve des démocraties?
dans le sens où je veux dire que c'est un peu facile de dire de mettre l'immigration en avant, alors qu'en fait, on sait très bien que le vrai problème, c'est le déficit de démocratie. Et notamment, on sait très bien qu'en 2005, ils ont fait passer en force un traité en 2016 à peine revisité. Et je pense que c'est un peu facile de dire c'est l'immigration, c'est l'extrême droite. Et finalement, pas traiter les thèmes de fond, parce qu'on sait très bien que Hubert Védrine, je pense que c'est la personne la plus pro-européenne, qui a écrit justement un livre sur ça et qui dénonce aussi le déficit de démocratie et donc tout de suite l'immigration extrême droite. Mais peut-être que eux, justement, avec Donald Trump qui met en place les politiques pour lesquelles il s'est fait élire, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours dans les thématiques populistes, eux, justement, ils arriveront à plus mobiliser leurs électeurs sur ces thématiques parce que, justement, il va être en place les politiques pour lesquelles ils sont élus, alors que nous, j'ai l'impression que c'est moins le cas quand même. Et votre prénom? Lisa Loscavo. Lisa. Merci beaucoup, Lisa. Je parle d'immigration parce que c'est le thème de notre réunion. Bien entendu, il y a d'autres thèmes. Mais il se trouve que c'est malheureusement, pour les mauvaises raisons, le thème qui donne un peu le là à l'élection qui vient le 26 mai. Et donc c'est pour ça qu'on tente de parler de l'un des thèmes qui intéresse le plus les Européens, les Français. Ce n'est pas forcément nous dans cette salle, mais c'est un fait démocratique. Et donc parler de ce dont le citoyen veut parler, c'est le respecter, c'est être en démocratie. Si les Égyptiens veulent parler de tel ou tel sujet, le régime va leur dire « Très bien, merci, ciao ». Ici, on débat de ce qui occupe les citoyens. Donc si on va à l'écoute des personnes et qui nous disent « Mon problème, c'est l'immigration », ce qui était mon cas il y a 10 jours à la queue Hongrie, où on avait parlé du Brexit, on a interrompu, on a parlé du problème de l'immigration, on est obligé de parler de ça si on veut être dans la République, en fait. Si on veut discuter avec les gens, il faut d'abord écouter ces gens-là, leurs préoccupations, et leur répondre. Mais ce n'est pas, bien entendu, exclusif des autres thèmes. Bien entendu, comme on a vu, on a parlé de sécurité, on a parlé de développement économique, social, d'institutions, qui fait quoi. Donc c'est aussi lié à d'autres aspects. Alors en fait, Lisa, votre deuxième point, c'est sur le traité de Lisbonne et la Constitution européenne de 2005, qui est un point qui est très important, donc merci beaucoup de l'avoir amené ici. Ce point-là, il fait très mal à l'Europe, il fait très mal à notre démocratie, parce que ça a été un grand malentendu. Donc moi, je vais vous recadrer ça à mon opinion, vous ne pouvez pas être d'accord. Moi, j'ai fait pour la Constitution européenne et c'était mon premier engagement politique. J'avais 18 ans. J'ai débattu contre Étienne Chouard à la radio parce qu'il disait, selon moi, absolument n'importe quoi sur ce texte. Et le problème que j'avais, c'était que moi, j'étais centre-gauche. J'avais pris acte que tous les syndicats européens avaient appelé à voter pour la Constitution européenne. J'avais pris acte qu'à ce temps-là, l'ensemble des États, les 25 de l'Union européenne, avaient décidé que ce texte-là leur convenait, dont des gouvernements très à gauche. Et j'avais aussi vu que, pour la première fois, un texte avait été fait de concert avec les députés nationaux, les députés européens, l'ensemble des syndicats, des professions libérales, des professions agricoles indépendantes. Enfin, c'était vraiment un truc complètement dingue au niveau de comment est-ce qu'on fait ensemble les traités européens. D'habitude, c'est Giscard d'Estaing au coin du feu avec son copain Schmitt, et puis après, on parle avec nos amis italiens, et puis on peut voir, et puis là, ça n'avait rien à voir. C'est la Convention européenne de 2003. Et ce qu'on est arrivé à faire, c'est un texte qui permet de renforcer substantiellement les pouvoirs du Parlement européen, qui avant n'avait voix au chapitre que sur 65% des lois européennes, là sur 95%. Par exemple, avant le Parlement européen pouvait dire, donc vos élus le 26 mai, pouvaient dire oui ou non seulement au budget européen sur l'agriculture, sur la pêche. Depuis ce traité-là, ou ce qu'il en est advenu le traité de Lisbonne, le Parlement européen amende, donc il fait tout ce qu'il veut en fait. Qu'ils veulent conditionner les aides, les conditions d'octroi de telle manière, augmenter, baisser comme ils le souhaitent. Ce qui est un peu la base. Autre chose, notre politique étrangère, on avait besoin. Il y avait vraiment une demande des Européens d'avoir une diplomatie européenne qui parle de sa voix. Donc, on n'avait même pas la capacité d'avoir des diplomates européens.
Donc on a créé le statut de diplomate européen, d'avoir une haute représentante qui est devenue Ashton, puis Mogherini actuellement. On a aussi dit, bon, il faudrait aussi simplifier les traités, parce qu'il y en avait 7. On les a tous rassemblés en un texte. On a aussi renforcé les libertés fondamentales en créant la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec des nouveaux droits en matière de non-commercialisation du corps humain, en matière d'interdiction des discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, qui n'existait pas dans la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce texte-là, franchement, qu'on soit de gauche ou de droite, ça allait de soi, du moment qu'on n'était pas souverainiste, nationaliste. Et c'est pour ça que pour moi, la position de Philippe Séguin, Nicolas Dupont-Aignan, des gens du Front National, et aussi une partie de l'extrême gauche, était complètement cohérente. Ils ne sont pas du tout pour la coopération autre que par leur gouvernement à Paris. C'est leur vision des choses, c'est pas la mienne. Et j'ai trouvé très hypocrite de Jacques Chirac de se dire en août, en voyant les sondages qui disaient que 74% des Français avaient voté pour la Constitution européenne, très bien, alors je vais soumettre le projet de traité établissant une Constitution pour l'Europe à référendum, en espérant que ça allait du coup lui redorer cette popularité qui était extrêmement basse. Et donc il a négligé l'Europe, comme énormément de politiciens en France, en disant, bah tiens, c'est super populaire ce texte, ça plaît aux gens, parce que les gens ont vu que ça avait été fait de manière assez consensuelle, en fait, enfin, vraiment révolutionnaire, moi je trouve. Du coup, je vais le soumettre. Et après, par contre, il n'a absolument pas fait le travail de défendre le texte, de montrer aux gens qui sont à gauche, à droite, mais qui étaient ses opposants politiquement, que, bah, en fait, on parle de l'Europe, on ne va pas parler de moi. Il est devenu un référendum sur le gouvernement Raffarin III, c'est pas très sexy comme nom, et une partie de la gauche et une partie de la droite commencé, en fait, les gens qui étaient en recherche de médias, donc typiquement avec Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre, qui se disait, bon, j'étais secrétaire d'État à la ville, maintenant je suis juste député, j'aimerais bien être plus connu, et donc il a décidé de ne pas respecter le vote de la base au Parti socialiste, qui avait voté 65% pour la Constitution européenne, et de faire campagne contre, ainsi que Henri Magnoli, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, en disant n'importe quoi sur la Constitution européenne. De toute manière, les Français n'allaient pas lire le texte, en leur disant que ça allait libéraliser tout, que c'était antidémocratique. J'ai même vu antiféministe. Attaque France a fait une campagne où c'était antiféministe. Je ne sais pas comment. En disant que ça allait renforcer la prostitution en Europe. C'est la campagne de Attaque France, je me souviens très bien. J'ai une affiche que j'ai gardée avec « Je suis Anna, prostituée slovaque, alors que je voulais être femme de ménage en France ». La Constitution européenne ne cherche pas à lutter contre la prostitution, alors votez non. Alors qu'en plus, c'est faux. Et il y a effectivement un renforcement de la coopération en matière judiciaire avec la création d'Europol et du parquet européen. Mais les gens ont cru ça, et donc on a eu 54,6% des Français qui ont voté contre la Constitution européenne. Alors le lendemain, on demande aux Français, vous avez voté contre, pourquoi? Pour ceux qui ont voté contre, 18% des Français qui ont voté contre mettent comme première réponse, sondage TNS Fraisse sorti des urnes c'était quoi, c'est le 24 mai 2004. La raison, c'était non à la Turquie dans l'Union européenne. Hors sujet total. Mais c'était le truc qu'a dit tout le temps Nicolas Dupont-Aignan, que j'avais invité à Sciences Po Paris pour discuter de la Constitution européenne, parce qu'il n'arrêtait pas d'aboyer contre en disant que la Turquie va venir, que les Turcs vont venir. C'était hors sujet. Mais il s'est basé sur le fait que la Turquie a été invitée à observer les travaux, vu que c'était un État candidat. Ça l'est toujours. Comme d'autres États. Mais 18% des Français qui ont voté non par rapport à ça. Vous en avez juste ça, je ne parle pas des 40% qui ont voté non contre le gouvernement de Raffarin. Qu'est-ce que vous leur donnez comme alternative alors? Désolé, c'est pas que la France, c'est pas le seul pays où c'est pas passé. Il y a aussi un autre pays, c'est vrai. Et le Mali, il est plus profond. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. L'Espagne a voté en grande majorité pour, le Luxembourg aussi en référendum. D'accord, il y en a quand même deux. Exactement, et les Pays-Bas et la France. En 1992, déjà, le second Maastricht, il est passé hyper serré, encore Tout à fait. Les musulmans étaient populaires, donc vraiment plus. Je trouve que c'est hyper réducteur de dire oui, on prend des petits. Enfin, vous n'êtes pas factuel, là, vous prenez des petites. Ça veut dire quoi, je ne suis pas factuel? Pour moi, vous êtes aussi. Enfin, c'est un peu de la démagogie, c'est autant de la démagogie. Des deux côtés, en fait, c'est de la démagogie. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas factuel? Alors, sur la Turquie. Donc, je vais être clair. Donc, ça veut dire que je n'ai pas été assez clair. Il
il y a eu, d'un côté, je vais juste terminer comme là-dessus, parce que c'est une question qui pour moi est très importante. Disons que les deux personnes qui sont là-bas, on vous regarde, on dit bonjour. Elles sont anti-Turquie, ne regarde pas. Elles sont occupées à découvrir. Voilà, on dit bonjour. Elles sont contre la Turquie dans l'Union européenne. C'est hors sujet. Mais avec leur voix, la Constitution européenne est refusée. 54,6% des gens ici ont voté contre la Constitution européenne. Il y en a qui ont voté contre parce qu'ils sont contre le gouvernement Raffarin. D'autres qui ont voté contre la Constitution européenne. D'autres qui sont contre parce qu'ils veulent que la Turquie... D'accord? Maintenant, concrètement, vous avez voté pour ne pas donner de pouvoir supérieur au Parlement européen et laisser nos gouvernements traiter tout seuls, avec des lobbies, dans l'opacité la plus totale, nos lois, sans que nos députés européens aient leur mot à dire. Et il ne faudrait absolument pas avancer et trouver une alternative. Donc pendant 3 ans, il y a eu une mort institutionnelle. Pendant 3 ans, on n'a rien fait. On a perdu 3 ans. Pendant ce temps-là, vous avez Poutine, vous avez d'autres personnes qui se renforcent. Et après, on a trouvé le traité de Lisbonne. On s'est dit, bon, de toute manière, on va avancer sur l'aspect institutionnel. Et donc, on a quand même détricoté un petit peu la chose. On a gardé les autres traités, donc on a gardé la complexité de la chose. On a enlevé le symbole de l'Union européenne. On a enlevé le statut de ministre des Affaires européennes, qui est maintenant plus le ministre. On a enlevé certaines choses comme ça. Mais on a avancé sur l'aspect fondamental de renforcer le pouvoir de contrôle et de représentativité du Parlement européen. On parle de déficit démocratique. Et donc, vous voyez, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter un vote, mais qui est binaire et qui est par essence frustrant, par quelque chose qui va le nier en apparence, puisque, en fait, le traité de Lisbonne qui représente le traité constitutionnel, mais c'est pour combler ce déficit démocratique. C'est une impasse. Et c'est exactement la même chose pour le Brexit. Vous avez eu le vote il y a 1 mois à Westminster, il y a 2 semaines, de gens qui ont été contre l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni parce qu'il n'était pas assez pro-européen. Et d'autres personnes qui étaient contre l'accord parce qu'il n'était pas assez nationaliste. Mais l'addition de ces deux ont fait qu'il y avait une majorité, à un peu plus de 20 voix sur 500, c'est comme ça, contre l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc comment est-ce qu'il va répondre Theresa May actuellement? Est-ce qu'elle répond aux nationalistes? Mais dans ces cas-là, elle se prend sur le dos la majorité pro-européenne, ou est-ce qu'elle fait un accord qui est encore plus pro-européen, et donc aussi elle perd une majorité qui serait eurosceptique? C'est tout le problème des référendums. Et si vous donnez un référendum qui est sain, par exemple sur Notre-Dame-des-Landes, les gens peuvent comprendre les enjeux, en discuter, ils ont 1 an, 2 ans pour en discuter. La Nouvelle-Calédonie, ils en ont encore plus longtemps. Et du coup, moi je pense que c'est un référendum qui est plus légitime que d'autres. Mais dire à quelqu'un, je sais pas moi, à mon enfant, est-ce que tu veux rester à la maison ou pas? Ah, moi j'aimerais bien sortir. Mais il ne sait pas vraiment les conséquences. Mais c'est pas grave, je vais donner le choix. Il vote pour quitter. À une petite majorité. Bah, c'est irresponsable, moi, je trouve. De même que Jacques Chirac a été irresponsable en 2004 en disant je vais soumettre ça à référendum. Je trouve que la question ne se posait pas. On a l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont voté, qui sont élus par nous, qui ont été élus en 2007 en France. Et 2 ans plus tard, ils ont ratifié en 2007 le traité de Lisbonne. Ce sont nos élus, c'est une démocratie qui est représentative, on n'est pas dans la démocratie de Rousseau. Et ils ont voté pour adopter le traité de Lisbonne. Donc c'est pas dans notre dos, et c'est effectivement une expérience qui est incroyablement frustrante, ça je suis d'accord. Juste pour finir, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. On peut prendre 1 ou 2 questions, peut-être avec des réponses un peu plus rapides, si les questions sont pas trop compliquées non plus. Et juste pour revenir sur la question de Lisa, nous on avait choisi le thème de l'immigration pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on pense à la Tribune et Atelier Europe que ça va être au cœur des élections à venir, mais aussi parce que, peut-être qu'on verra à la fin de la conférence, on pense aussi qu'il y a pour les États européens un vrai enjeu du point de vue de la responsabilité historique, du fait qu'il y ait un nombre quand même important de migrants qui meurent encore en Méditerranée. Et c'est ce qu'on va aborder ensuite. Bonjour monsieur, merci d'être venu à cette conférence de Tribune pour apporter un regard un peu plus spécialiste déjà sur la question de l'immigration.
Il y a un aspect, à mon avis, qu'on n'a pas vraiment abordé dans la conférence, c'est qu'on a une vision assez, je dirais, positive de l'immigration. On a plutôt vu, vous avez parlé de votre père, il me semble, qui avait dit qu'il était venu justement pour exercer aussi en France. Et je crois qu'on se dit pas assez que ceux qui migrent, c'est aussi un déracinement pour eux, parce qu'ils quittent quelque chose, souvent c'est quelque chose de très dur, et on voit aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas abordé les phénomènes qui expliquent l'immigration. Parce qu'on peut en citer plusieurs, il y a des dictatures politiques, des dictatures militaires, il y a le phénomène justement du réchauffement climatique qui oblige aussi beaucoup de populations à immigrer. Et donc ma question finalement elle est plutôt sur les causes de cette immigration. Comment est-ce que vous pensez, justement, on a évoqué la question des quotas, comment est-ce qu'on répond aux immigrés qui sont là, mais comment est-ce que plus globalement, l'Union européenne par exemple, quelle réponse pourrait-elle donner justement à ces conditions d'immigration, comment pourrait-elle avoir une réponse à ce qui fait l'immigration même, sans pour autant entrer dans une situation, je dirais, d'ingérence. Et votre prénom? Nathan Wallon. Nathan? Étudiant en Ténos. Nathan, en tout cas. C'est l'idée aussi. Très bien. J'ai oublié de dire à Lisa, je ne pense pas du tout que Védrine est quelqu'un de pro-européen. C'est quelqu'un qui est assez nationaliste en fait, et il manque complètement de faveur européenne. Et moi, je suis toujours dégoûté quand je l'écoute. Mais voilà, c'est pas du tout. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes françaises qui sont bien plus pro-européens que lui. Mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez acerte dans la vie et qui est resté sur son intergouvernementalisme dans sa tête depuis longtemps. Mais c'est un nom qui est très connu en France, donc on cite souvent. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. On va passer à la question. Voilà, c'était juste pour dire par rapport à l'aspect que Védrine, c'est plus pro-européen. Les causes de l'immigration, elles sont effectivement, pour une grande majorité, le conflit et la pauvreté et la corruption qui sont à nos portes. 62% des réfugiés qui sont arrivés en 2015-2016 viennent de Syrie. Donc là, je peux vous inviter à relire sur mon blog un article que j'ai écrit qui simule ce que serait la France si elle était la Syrie. Et donc j'ai repris l'ensemble, en tant qu'ancien analyste politique Syrie pour Crisis Action, j'ai repris l'ensemble de la révolution CN et de la répression que j'enseigne à l'Université de Maastricht. Je l'ai repris, mais en extrapolant la France. Population, victimes, acteurs, géographie, identité, etc. Ce conflit-là est l'un des deux pires conflits en matière humanitaire avec le Yémen, a fait en sorte que l'équivalent, si on était en France, de 36 millions de Français perdent leur logement en quelques années. 36 millions, vous imaginez? Et ça encore, c'est l'article que j'ai écrit donc il y a un an. Ça, c'est encore accru. Et donc forcément, ça a créé une pression systémique sur la Turquie, sur la Jordanie, le Liban, l'Irak, qui sont les premiers États qui accueillent les réfugiés syriens. Il y en a 7 millions en Syrie, 7 millions à l'extérieur de la Syrie. Les États les plus pauvres qui sont juste à côté de la Syrie, en fait, sont ceux qui reçoivent la grande majorité des réfugiés et aussi les réfugiés les plus pauvres. Ceux qui ont plus d'argent vont un peu plus loin, en Égypte ou en Turquie, à Istanbul, et non pas dans l'Anatolie profonde. Et ceux qui sont encore plus riches, comme Salwa, qui pouvait avoir 6 000 € pour payer un matzah, vont en Bulgarie, vont en Italie, pour ensuite aller en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest. Donc on a toutes ces tensions-là qui font qu'on a cet afflux de médecins syriens en Allemagne, etc. Comment, sans interventionnisme européen, y arriver? Moi, je ne sais pas pour la Syrie. Ayant beaucoup travaillé sur la Syrie, nuit et jour, pour moi, l'attentisme de la communauté internationale, le fait de laisser la Russie et l'Iran et le Hezbollah intervenir massivement, carte blanche, mis à part quelques déclarations en Syrie, a été un désastre. Après, moi, je l'ai vécu au jour le jour, dans les réunions à l'Élysée, au Quai d'Orsay, 10 Downing Street, aux Nations Unies, et j'ai pu voir qu'en fait, de manière, comment dire en anglais, granulaire, les gens pensaient, les acteurs pensaient que le régime allait tomber dans 3 mois. Et finalement, il s'est trompé. Et le soutien au régime a été tellement fort de la part de l'armée russe, iranienne et du Hezbollah que le régime est resté. Et ça a été une catastrophe humanitaire. Donc ça, c'est l'histoire. Ça s'est passé comme ça. Et on n'est pas prévu. Et c'est imprévisible. Pareil pour d'autres grandes populations venant dans l'Union européenne, comme
Autre groupe très important, on a l'Afghanistan, 30 ans de guerre civile. On a l'Érythrée, un pays où pour le service militaire, c'est 15 ans. 15 ans de service militaire. Qui vient de réformer il y a quelques mois, youpi. Mais quand vous êtes dans cette dictature totalitaire, et que vous savez en tant que jeune qu'à partir de 16 ans, c'est 15 ans de service militaire, vous faites